Bonjour, je vous avais présenté il y a quelque temps le millésime 2015 à Bordeaux et aujourd'hui je vais vous parler de 2017. Ces deux millésimes en fait évoluent actuellement un peu en parallèle, 2015 étant un grand millésime et 2017 plus léger. Du coup, avec les 2 années de décalage, les vases sont en train d'évoluer de manière parallèle, c'est-à-dire qu'on peut goûter un certain nombre de 2015 aujourd'hui et un certain nombre de 2017, qui sont à peu près finalement au même stade d'évolution. Ce millésime 2017 me paraît très intéressant, mais il est hétérogène. Et ça, c'est dû à quoi? D'abord aux terribles gelées du mois d'avril, qui ont évidemment impacté le vignoble, ceci étant de manière irrégulière. Il y a des secteurs qui gelaient facilement et qui ont été épargnés, d'autres qui gelaient très rarement et qui ont droit. Voilà, ça c'est les aléas de l'affaire. Alors, deux conséquences. La première, elle est évidente, c'est des volumes de récolte faibles. On peut dire que 2017 a été une petite récolte, comme plus tard 2021. Mais aussi des complications au niveau de l'assemblage, parce qu'on ne va pas disposer des cartes habituelles, si vous voulez. Donc il va falloir faire des choix. Et évidemment, si on a une bonne marge financière, on va pouvoir faire certains sacrifices. Alors que d'autres, ça sera quand même plus difficile. Ce millésime 2017, alors en quelques mots, disons que déjà un hiver doux, comme très souvent maintenant, et puis du coup des gelées tardives, alors que la vigne a déjà débourré et ça fait des gros dégâts. Le reste de l'année, l'un dans l'autre, se passe plutôt bien. Et fin août, les gens sont relativement optimistes, volume mis à part bien sûr. Mais voilà, patatrac, première quinzaine de septembre, il a plu, et même pas mal. Alors comment ça s'est passé? Disons que les blancs secs ont été récoltés à temps, parce que 2017 est dans le genre une année précoce. Et ensuite, au moment où on commençait à ramasser les merlots pour les rouges, qui sont donc le cépage qu'on ramasse le plus tôt, il a plu. Et donc la pluie, ça veut dire dilution des baies et risque de pourriture grise. Ensuite, ça s'est mis à faire beau, un deuxième quinzaine de septembre et sur octobre. Du coup, les Cabernet Sauvignon, eux, s'en sont fort bien sortis. Donc on va avoir un millésime un peu compliqué, déséquilibré, avec des situations diverses, suivant les propriétés, et suivant rive droite, rive gauche, nord, sud, etc. Le contexte économique a fait que les 2017 aujourd'hui sont dans des prix quand même très intéressants. S'il fallait faire une comparaison, je dirais que 2017 se présente à bien des égards comme 2014. Quand on regarde l'Institut français de la vigne et du vin, les études qu'ils ont faites au moment des vendanges, et qui comparent aux 10 dernières années précédentes, on voit très bien que les caractéristiques analytiques, si vous voulez, se rapprochent de 2014, notamment une acidité élevée. Acidité élevée, qu'est-ce que ça veut dire? Disons qu'en théorie, c'est un facteur qui permet un bon vieillissement. Ceci étant, si on dépasse un certain stade, les vins restent acides malgré les années. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce millésime 2017 dans le Sauternais. Parce que dans le Sauternais, cette météo étrange et finalement une fin septembre et octobre très beau, ça a été pain béni pour eux. Certes, les volumes étaient petits, mais le botrytis s'est développé très rapidement dans la deuxième quinzaine de septembre et sur octobre. On peut dire que le Sauternais, au moins depuis 2009, est quand même assez gâté. Donc 2017 m'a fait penser alors pour le Sauterne à 2013. Petit volume et un botrytis qui se répand d'un seul coup très rapidement. Pour illustrer l'affaire, je vous propose le château Laforie-Perraguet, premier cru classé, donc dans ce millésime 2017. Vous savez sans doute que ce château a été racheté par l'homme d'affaires suisse Sylvain Dens, qui est en fait à départ dans la société Lalique. Et récemment d'ailleurs, les cartes ont été rebattues au niveau du capital, mais en gros, ça ne change pas grand-chose. Le grand projet de Sylvain Dens, ça a été l'énotourisme. Et donc il a racheté en 2014 et très rapidement, il a fait construire un hôtel-restaurant
qui marche fort bien d'ailleurs, il a eu des étoiles Michelin, etc. Parce que si vous voulez, les grands châteaux bordelais cherchent à faire du chiffre d'affaires et, question vin, ils plafonnent quelque part. Et donc ils cherchent une autre clientèle, une clientèle qui, comment dire, très, très huppée évidemment, vous vous en doutez, mais qui n'est pas forcément, comment dire, très spécialiste du vin, et encore, je suis gentil. Donc faire venir ces gens-là qui s'intéressent au vin comme ça, au deuxième degré, voire au troisième, il faut leur trouver autre chose. Donc c'est la grande histoire de l'énotourisme dans les grands châteaux, parce que l'énotourisme dans les petites propriétés, ça n'a rien à voir. Un viticulteur a de la place, il a un logement qui ne sert pas, il fait des chambres d'hôtes, des gîtes, etc. Ça n'a absolument rien à voir, les enjeux financiers ne sont pas du tout du même ordre, vous vous en doutez. Donc à Bordeaux, dans les grands châteaux, c'est leur grande folie, et ils imaginent des tas de choses. Finalement, ça ne marche pas trop mal, ils arrivent à capter cette clientèle, ils sont très contents. Du coup, quand monsieur tout le monde, moi au hasard, cherche à visiter ces châteaux, ça devient compliqué. Je ne les intéresse pas vraiment. Et je vous raconte une anecdote rapide à propos de Château Palmer, parce qu'au printemps prochain, j'espère passer quelques jours là-bas à Bordeaux. Et je me renseigne dès à présent sur les conditions de visite, parce que ça change vite. Et donc j'ai demandé à Château Palmer, célèbre Margot, comment ça se passait, et voilà ce qu'on m'a répondu en mail. Cher monsieur, veuillez m'excuser pour ce retour tardif. Je vous informe que nous n'organisons plus de visite standard. Nous avons mis en place une nouvelle expérience, la promenade Palmer. Cette expérience va nous permettre de partager avec vous ce que nous faisons ici à Palmer. Il s'agit d'une expérience d'hospitalité sur mesure en deux parties. Avec tout d'abord une promenade immersive à travers l'écosystème du domaine où vous rencontrerez les hommes et les femmes qui contribuent à la réputation de Palmer. Cette promenade sera suivie d'un déjeuner gastronomique de 5 plats avec accord mets et vin à la table de Palmer. La promenade commence à 10h30 et se termine à 15h. Le prix est de 460 € par personne. Voilà, donc ça, les grands châteaux bordelais, eh ben, disons qu'ils cherchent une certaine clientèle, mais pas vraiment leurs consommateurs. Je trouve ça assez concernant. Concernant la Laforie-Perreguet, quand même, on peut encore, il tolère encore la petite visite de base qui est dans les 30 €. Bon, il faut faire le tri, hein, parce que toutes les propriétés n'ont pas quand même exactement la même mentalité. Mais leur grand fantasme, comme on appelle ça, c'est la montée en gamme. Bon. Nous allons donc goûter ce Laforie-Perreguet. Je vous rappelle que ce château a, pendant longtemps, appartenu à la maison de négoce Cordier, qui détenait également Talbot, Glouat-la-Rose et Ménet, cru bourgeois de Saint-Estèphe. Laforie-Perreguet a eu ses heures de gloire, hein, disons aux années 70-80. Et puis après, il y a eu quelques péripéties. Avant Silvio Dens, c'était le groupe GDF Suez qui avait racheté ce château. Avec le recul, on se demande bien pourquoi. Les investisseurs qui n'ont pas la culture du vin, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui n'ont pas de relais sur place, finissent par se planter en général. Donc Laforie-Perreguet, eh bien sûr, comme derrière la société de la verrerie Lalique, ils s'en sont dépêchés de faire une bouteille avec, comme vous voyez, un relief pour marquer le coup. Donc ils ont repris le vignoble en 2014, donc le millésime 2013 a un pied dans l'ancienne équipe, un pied dans la nouvelle. Mais en 2017, on pouvait dire qu'ils commençaient à trouver leur rythme de croisière. Nous allons donc goûter ce Laforie qui va avoir 8 ans et qui n'a certainement pas son apogée, mais on va pouvoir un peu comparer à ce que le Sauternais a produit d'intéressant en 2013. Belle robe brillante, avec doré assez pâle, pas de reflet de vin trop jeune quand même. Hein. Oh là là, ce nez de mangue, rien poivré, safran, oh là là là. Confiture d'abricot. On est très fin, c'est quand même un grand terroir. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que l'encépagement c'est
presque que du sémillon avec un peu de sauvignon. Donc un encépagement qui rappelle plus Barsac que Sauterne. Hein. Ouf. Des jolis arômes de fleurs exotiques. Un peu aussi qui rappelle le cuir de Russie. Un peu la banane aussi. Très joli. Voilà, qui est tout en finesse, avec une très belle concentration, au moins celle de 2013. Hein. Un vin qui a beaucoup d'avenir, qui est déjà délicieux actuellement. Alors la concentration en cycle, bah, j'ai pas pu avoir la fiche technique. Ils étaient trop occupés par leur restaurant sans doute. Je pense quand même qu'on est à entre 130 et 140. Hein. Mais il y a une telle finesse. L'acidité est bien, juste ce qu'il faut. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui vont suivre? Bien sûr, comment dire, la palette aromatique évolue, ça c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y aura assez d'acidité pour que le vin garde sa fraîcheur dans 3 ou 4 ans? Ben, j'en sais rien du tout. Ça, on verra ça à l'évolution. Voilà, donc ce millénium 2017 est à suivre. Là donc j'ai un petit peu parlé plus précisément du Sauternais, où ce sera un grand millésime, c'est une évidence. En revanche, pour les blancs secs, très intéressant, et pour les rouges, il va falloir être très sélectif. Et donc, on pourra sans doute avoir des surprises, des bonnes, comme des moins bonnes, naturellement. À bientôt.